J'ai demandé à Hélène Le Riche de prendre place avec ses complices, Jean-René Brunetière, Jean-Pierre Legendre et Samuel Bat. Merci. Merci de nous avoir rejoints. Je crois que vous venez de Guadeloupe ou de Martinique en mode un peu rapide. Et donc, nous avons cette table ronde qui correspond, qui a été beaucoup remaniée. Et je crois que Cyprien Ionescu est aussi dans cette table ronde. Merci d'être avec nous. Cyprien Ionescu est au WWF. Le WWF devait participer à la précédente table ronde, mais nous avons pensé plutôt plus cohérent d'avoir cette composition ici. Réflexion pour des outils capables de rendre compte du vivant. Donc vous êtes en place. Hélène, voilà de quoi parler. 1 heure. Non? Ah oui. Un peu plus d'1 heure jusqu'à donc 16h45 pour notre pause tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que voilà, vous avez encore plein d'enthousiasme pour la deuxième table ronde. J'ai malheureusement pas pu suivre les débats ce matin. Je m'en excuse, mais je suis ravie de rejoindre cet événement. Alors, on a une table ronde très riche par toutes les facettes que représentent les divers intervenants. Donc, ce que je vais leur proposer à chacun, c'est de prendre 5-10 minutes pour se présenter, histoire qu'on sache d'où chacun parle. Et puis ensuite, on essaiera plutôt de lancer la discussion entre vous, et ensuite avec la salle, si ça vous convient. Voilà. On commence par le bout de la table. Oui, c'est bon, voilà. Donc, Samuel Battès, donc je suis maître de conférence à l'Université de Paris-Dauphine et bientôt professeur à l'Université d'Angers. Donc, je suis économiste à l'origine, spécialiste en économie monétaire et la crise de subprime est passée par là et j'ai dû faire quelques révolution intellectuelle et ça m'a amené à penser en termes de systèmes écologiques et sociaux avec une approche dynamique des systèmes donc, et de notamment questionner les concepts de vulnérabilité, de résilience, de viabilité des systèmes. Donc par rapport au débat que l'on a aujourd'hui, je me positionne très clairement sur justement la question de la viabilité des systèmes écologiques et sociaux pour assurer la pérennité de l'accès au capital naturel. Merci. Jean-Pierre? Non. Oui, bonjour, Jean-Pierre Legendre, je suis directeur adjoint du développement durable du groupe Suez. Alors j'ai été absolument passionné par les débats de ce début d'après-midi parce qu'on a beaucoup parlé de l'entreprise. Alors vous avez un cobaye devant vous, je crois que c'est à peu près le seul du panel, ne le torturez pas trop, ok, il répondra bien évidemment, si, allez-y. Voilà, donc en 2 mots, je crois qu'il y a beaucoup de choses, je trouve, qui ont été dites, à laquelle je réagis un peu à chaud, si je peux me permettre. Moi, en Suez, évidemment, entreprise dont les métiers sont totalement liés à la biodiversité, parce que c'est à la fois effectivement un capital naturel à l'amont de toute notre chaîne de valeur, sans parler en plus évidemment de l'utilisation du vivant dans nos process. On est aussi un industriel, donc c'est une ressource impactée par les infrastructures que nous gérons, hein, les réseaux, les usines, les centres de stockage, on l'évoquait, et puis aussi ça peut être une ressource préservée par la contribution de nos activités à la protection du capital naturel sur nos sites ou d'ailleurs pour nos clients. Alors, je crois que quand on a parlé effectivement du rapport intégré, des démarches dans lesquelles nous nous sommes engagés depuis 3 ans, en suivant effectivement les règles de l'IRC, mais peut-être pas en les suivant complètement à la lettre, puisque pour moi, ce qui est important dans le rapport intégré, je crois que ça a été dit par M. Vesteri, c'est qu'il s'agit simplement de montrer une démarche, de montrer que l'on s'engage, et c'est l'engagement qui est certainement le plus important, et qu'on a des outils pour piloter nos politiques, qu'on a des outils pour rendre compte, qu'on a des outils pour dialoguer,
C'est le principe même d'une politique de développement durable d'une société. Et la comptabilité environnementale va nous aider effectivement à asseoir cette démarche. Depuis la création de Suez, depuis 2007, on a des feuilles de route avec des objectifs datés, chiffrés, dont on rend compte en particulier avec une comptabilité environnementale qu'on essaie de rendre de plus en plus robuste chaque année. Alors, en 2 mots... on reviendra peut-être sur les outils. D'accord, tout à fait. Donc, chacun se présente et puis en 2 mots, si vous voulez, le maître mot pour moi, c'est performance globale. On rapprochera la performance financière, extra-financière et les comptabilités financières, extra-financières à cet effet. C'est des outils. Super, on va rebondir dessus. Cyprien. Bonjour à tous. Cyprien Ionescu, donc je suis nouvellement en charge du programme Capital Naturel au WWF France. Je ne vais pas faire une grande présentation du WWF, non seulement parce qu'on n'a pas le temps, mais parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà plus ou moins l'organisation. Simplement quelques éléments pour préciser un peu les choses. Il s'agit d'une des premières organisations mondiales de protection de la nature, présente dans plus de 100 pays dans le monde et qui compte plus de 6 millions de membres, pour vous donner une idée de l'impact potentiel de la fondation, dont l'objectif principal a été formalisé ces dernières années à travers l'adoption d'un mode de développement soutenable qui respecte les capacités de la planète d'ici 2050. C'est vraiment l'objectif que s'est fixé la Fondation. À travers donc, une action sur 6 priorités qui sont les forêts, les océans, l'eau douce, la vie sauvage, le climat et l'énergie et l'alimentation. Donc on peut avoir tendance à penser que le VVF est avant tout une association de protection de la nature. En fait, l'action, depuis plusieurs décennies, est beaucoup plus englobante et traite notamment aussi des questions de capital naturel et d'économie, et j'espère bientôt de comptabilité. Ça, c'est parce qu'on parle de ton parcours après. Monsieur Bretière. Jean-René Bretière, je suis à l'origine ingénieur de ponts et chaussées. J'ai fait une carrière dans l'administration française et étrangère, dans l'équipement, les affaires sociales et l'environnement. Alors, je me suis toujours intéressé aux questions d'indicateurs. Moi, ça me fascine, ce jeu d'indicateurs. Je prends beaucoup de plaisir à contempler ces choses bizarres. Et c'est ce qui m'a valu sans doute avoir la charge de présider un groupe de travail là aussi bizarre qui devait trouver des 100 indicateurs français pour refléter les objectifs du développement durable de l'ONU. Je préciserai tout à l'heure un peu mieux ce que c'est que cet exercice. Donc notre rapport vient de sortir. Nous avons déterminé 98 indicateurs, dont certains traitent un peu, directement ou indirectement, du vivant. Je pense que c'est pour ça que les organisateurs de cette rencontre ont fait venir. Merci beaucoup. Je vais me présenter aussi. Donc, je suis Hélène Riche, responsable de diversité et économie à l'association ORE, qui est une association multi-acteurs qui, depuis 2005, à l'initiative de Jacques Weber, économiste anthropologue, s'est posé la question d'inviter la biodiversité dans le quotidien des acteurs. On a des acteurs qui sont des entreprises, comme Suez, on a des territoires. Et l'idée, c'est de réfléchir un peu mieux ensemble dans la diversité des approches. Il y a eu un certain nombre de travaux de thèse, notamment avec Joël Houdet, qui s'était posé la question d'un bilan biodiversité, qui ensuite a été... le fil a été tiré par Cyprien Ionescu, une de ses casquettes précédentes, avec notamment sa thèse soutenue notamment par Compta Durable, qui intervient tout à l'heure, pour travailler justement sur comment on met en œuvre un tel bilan biodiversité. Et on a, dans ce cadre-là, plutôt fait émerger une méthode de travail qui questionne justement les socio-écosystèmes et leur durabilité. Donc cette réflexion autour des outils pour rendre compte du vivant, pour le suivre, pour l'inviter dans des discours ou dans des mondes où on n'a pas l'habitude peut-être d'en parler, ça paraissait assez légitime que je m'essaye à l'exercice de l'animation, donc merci beaucoup. Et puisque vous avez vu la diversité de points de vue des uns et des autres, et que Jean-Pierre s'est dénoncé comme étant le cobaye du jour, je veux bien que tu reprennes la parole pour nous expliquer comment voilà, une entreprise, quels sont les outils pour rendre compte, le rendre compte étant entre guillemets, d'accord? Tout à fait. Un peu comme je l'évoquais, ça a été dit, je pense effectivement quand on a parlé du rapport intégré,
il s'agit avant tout, à mon avis, de témoigner d'un engagement. Prendre l'exemple de la biodiversité, puis c'est ça qui nous réunit cet après-midi. Ça pourrait être le cas, effectivement, sur notre thème. On a un peu parlé du carbone, effectivement, sujet très très important pour nous. Témoigner d'un engagement et témoigner que ce que nous souhaitons, c'est créer une valeur partagée à travers une performance globale. Performance globale, ça signifie effectivement que nous souhaitons, et la déclaration de performance extra-financière va nous aider là-dessus, prouver qu'il n'y a plus de dichotomie dans l'entreprise entre performance financière et performance extra-financière. On pourrait donner des centaines d'exemples sur le sujet. Mais un peu plus généralement, prouver que l'entreprise elle est sur les marchés, mais elle est également en société. La notion d'entreprise contributive est quelque chose de très très important pour nous. Et que cette valeur, il s'agit effectivement d'abord de la créer et ensuite de la partager au bénéfice de l'ensemble de nos parties prenantes. Alors, ça s'applique assez bien sur le principe de la biodiversité. Je l'évoquais rapidement tout à l'heure, la biodiversité, c'est pour nous à la fois un capital naturel et puis c'est aussi des services écosystémiques. Le lien entre qualité de l'eau, de la ressource et biodiversité est assez clair de ce côté-là. Et c'est également une ressource que nos activités, par leur nature, peuvent contribuer à préserver. Pour parler du traitement de l'eau, c'est vraiment une question sur une usine de traitement de l'eau qui peut effectivement avoir des impacts négatifs, mais il s'agit bien évidemment à chaque fois de maximiser effectivement la préservation que l'on peut donner. Un autre exemple tout simple, un centre d'enfouissement technique, quand on parle dans notre jargon, c'est-à-dire une décharge à ordures, pour parler le jargon de tout le monde, c'est un réservoir absolument extraordinaire en matière de biodiversité. C'est une grande emprise foncière qui peut s'inscrire dans un corridor écologique, etc., etc. Donc il s'agit véritablement pour nous, en matière de biodiversité, de s'engager en exploitant toutes les potentialités que peuvent avoir non seulement nos métiers, mais la manière dont nous allons les exercer sur la préservation du capital naturel. Alors, comment on rend compte de ça? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est de s'engager, d'avoir des outils de pilotage avant même de passer à la phase où, effectivement, on va rendre compte. Bon. On gère Suez dans le monde plusieurs milliers de sites. Alors, vous voyez ce que peut donner une entreprise très très décentralisée, dans des conditions très très différentes, 70 pays, avec des réglementations très différentes d'ailleurs, comme vous pouvez l'imaginer en matière de protection de l'environnement. Et c'est une très très grande opportunité. Parce que ça, c'est une conviction de notre part, n'oblige dans ce domaine-là à passer de la notion de compliance, qui était peut-être quelque chose qui nous guidait il y a une quinzaine d'années en France, quand on gérait les sites de gestion des déchets, etc., à véritablement une notion d'engagement du groupe autour de standards donnés. Alors, moi j'ai des questions très très simples, je veux dire, avant même de passer à la partie comptabilité environnementale et à la partie reporting. J'ai une stratégie biodiversité de notre direction générale qui est très très simple. Premièrement, avoir mis en place des stratégies biodiversité dans tous les pays où nous sommes. Alors en France, on a la SNB, c'est extraordinaire, on a contribué à la SNB en 2014, notre contribution a été reconnue par le ministère, on a un cadre. Bon, il y a des pays où il faut absolument tout inventer d'une certaine manière, parce qu'on n'a pas de cadre de référence, en particulier on travaille avec le Muséum d'histoire naturelle sur ce sujet-là, en disant, ben voilà, quel pourrait être le terme de référence finalement d'une stratégie de biodiversité. Puis j'ai un truc aussi tout à fait très pratico-pratique. Il s'agit, en maîtrisant évidemment nos coûts, de lancer des plans d'action biodiversité sur les sites reconnus comme prioritaires. Alors quand on est une entreprise très concentrée, qu'on a une centaine de sites dans le monde, un gros industriel, un chimique, un grand énergéticien, que sais-je, c'est relativement
facile. Quand on est aussi décentralisé que nous, ça l'est beaucoup moins. Alors, on a commencé de manière très simple à faire, parce que moi je fais un peu d'historique, une approche cartographique, en disant voilà, en France, cartographions nos sites, et regardons, est-ce qu'on est dans une Natura 2000, une INF, un parc naturel, etc. On arrive à quelque chose qui est très difficile finalement à... Très difficile à manager, tout simplement. Je me retrouve avec 1400 sites en France, y compris ceux où j'ai 3 forages et un chloromètre dans un coin. A priori, je n'ai pas forcément un impact très fort, où le sujet n'est pas forcément très matériel. Donc là, on est en train de travailler une fois de plus avec le muséum sur finalement la notion de transformer, de passer de la notion de sensible à la notion de prioritaire, en intégrant bien évidemment la contribution que l'on peut avoir en matière de pression sur l'environnement, la contribution positive que l'on peut avoir aussi sur l'environnement, parce que même si j'ai 3 forages avec un chloromètre, peut-être que je peux avoir une contribution très positive sur le foncier que je gère. Est-ce que c'est inclus dans notre plan de gestion des risques industriels localement? Et d'ailleurs, si ça ne l'est pas, peut-être qu'il faudrait le mettre, etc. Voilà, donc là, c'est quelque chose de très pragmatique que l'on fait. Il s'agit effectivement, et là-dessus, on est vraiment au milieu du gué, on n'est pas complètement abouti à avoir, de la même manière qu'on a des standards groupes sur les émissions de nos incinérateurs, ou des standards groupes en matière de qualité de l'eau distribuée, y compris dans les pays où on n'a pas où les normes sont moins sévères qu'en Europe, avoir effectivement des standards de gestion et de protection de la biodiversité. Merci beaucoup. Alors, on en est venu à parler territoire, donc c'est bien que le chemin est pavé pour M. Battès. Je sens que vous avez des histoires de territoire. Oui, voilà. Donc en fait, pour penser la question de la pérennité du capital naturel, alors, dans le groupe de travail auquel j'appartiens, en fait, on défend foncièrement l'idée qu'il faut se positionner sur un certain nombre d'éléments très structurants de la façon dont on va répondre à la question, à savoir l'échelle géographique sur laquelle on raisonne, l'échelle temporelle que l'on se donne, avec au niveau temporel 2 aspects. Le côté jusqu'où on raisonne la question, est-ce que c'est à horizon de 30 ans, à horizon de 50 ans, mais aussi quel est le pas de temps que l'on se donne, parce qu'en tant qu'acteur, chaque individu a un pas de temps de référence qui est complètement spécifique. Les entreprises, les consommateurs, l'État, le pas de temps du raisonnement n'est pas du tout le même. Ensuite, il y a aussi l'idée de, en fait, face à la préservation du capital naturel, comment on gère les incertitudes autour de toutes les incertitudes qui peuvent affecter la compréhension du capital naturel. Oui, c'est trop long. Et donc, du coup, il faut arriver à mettre tout cela en musique. Dans un cadre de raisonnement, et l'une des approches, en tout cas pour ce qui est du territoire, enfin pourquoi on s'appuie sur la notion de territoire, tout simplement parce qu'en fait le territoire c'est un concept particulièrement plastique, et on peut lui donner en fait un contenu qui est spécifique aux acteurs sur lesquels on raisonne. Donc du coup, on peut donner une réponse qui est adaptée d'emblée aux acteurs qui vont subir les mesures que l'on préconise ou alors qui vont adopter, parce qu'il ne s'agit pas de subir, il s'agit de chercher à créer l'adhésion pour que l'objectif de pérennité du capital naturel soit atteint. Et donc face à cela, en fait, nous on défend l'idée aussi qu'il est très important d'avoir une approche dynamique des systèmes écologiques et sociaux sur lesquels on raisonne. Alors fondamentalement, moi je pense que, si je suis économiste, donc du coup je dirais qu'aujourd'hui, il faut que, pour moi, la théorie économique doit concevoir non plus raisonner en termes de système économique, mais fondamentalement en termes de système écologique et social monétaire. À savoir que, en fait, si on peut relier en fait toute la globalisation depuis les années 80, avec bien la notion que le fait d'avoir une économie monétaire a créé des interactions, des interdépendances beaucoup plus fortes à différentes échelles temporelles, géographiques, des territoires, qui sont telles qu'aujourd'hui on ne peut pas raisonner
système économique sans faire inclure le système naturel là-dedans et inclure les interactions entre système naturel et système humain via les transactions monétaires. Donc, voilà. Et donc du coup, la dynamique de ce système, de cette compréhension des systèmes écologiques et sociaux, en fait, fonctionne sur l'idée qu'il faut arriver, pour toute solution, l'objectif fondamental, c'est d'arriver à offrir l'ensemble des solutions de régulation qui peuvent permettre d'être en position, d'assurer une position du système qui est telle que je pourrais toujours avoir la possibilité de contrôler, de piloter mon système, me permettant de garantir l'atteinte d'un objectif qui est un objectif généralement purement normatif que se donnent les acteurs du système. Donc ça pourrait être un revenu satisfaisant, comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ça pourrait être des objectifs environnementaux que la société se donne. Et donc il faut pouvoir atteindre ces objectifs-là à temps, en sachant que en fait, les objectifs environnementaux, les objectifs économiques, les objectifs sociaux n'ont pas les mêmes temporalités. Donc il faut pouvoir mettre en cohérence ces temporalités dans une approche purement dynamique des systèmes. Et c'est en ce sens-là que peut-être que c'est un élément du débat que l'on doit avoir entre nous. En termes d'indicateurs, puisqu'il faut évaluer l'état d'un système, il y a des indicateurs qui vont avoir une vision dynamique, il y a des indicateurs qui vont avoir une vision statique d'un système. Et donc du coup, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on fait dire aux indicateurs des systèmes et qui utilise les indicateurs des systèmes. Donc les indicateurs dynamiques pour moi sont fondamentaux dans la mesure où ne pas raisonner en dynamique, c'est prendre le risque de raisonner en statique et d'aboutir à des solutions irréversibles d'évolution des systèmes. Et ces solutions irréversibles font qu'on rate l'objectif que l'on s'est donné parce qu'on regarde les indicateurs statiques et non l'évolution dynamique des systèmes. Donc voilà pour un premier point de... Voilà. Et donc en fait nous on applique cela par exemple sur des projets sur comment arriver à maintenir le double objectif qui peut être la viabilité on va dire de la qualité du sol à l'échelle d'une exploitation par exemple agricole comme système écologique et social. L'exploitation agricole est considérée comme un système ici et on essaie de concilier un objectif de maintien de la qualité du sol tout en assurant un revenu disponible satisfaisant pour l'agriculteur ou alors d'autres projets du style arriver à maintenir cette fois-ci à une autre échelle la viabilité d'une filière de production face à des contraintes de pollution environnementale qui risquent de faire péricliter les filières en question. Voilà. Merci beaucoup, je pense qu'on reviendra sur ces exemples-là. Cyprien, tu t'attaques à la planète entière, tu fais comment? On peut y aller progressivement dans un premier temps. Mais oui, les thématiques de la table ronde, tu l'as mis entre guillemets, le rendre compte... Ah, c'est pas moi qui mets entre guillemets, c'est écrit dans le programme. Tant mieux. Non, mais c'est une très bonne chose parce que avant de parler d'outils qui permettraient de rendre compte d'une situation, on peut s'interroger en amont. Je minimise pas du tout leur importance, mais merci. Je ne minimise pas leur importance, mais peut-être qu'il faut s'interroger auparavant sur les outils ou les objectifs pour agir avant de rendre compte. Et c'est là-dessus que j'aimerais simplement développer un tout petit peu. Et ça questionne en fait la question du capital naturel, de la définition qu'on lui donne et de son maintien. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs approches du capital naturel et auxquelles sont attachées différentes modalités de maintien. Pour la fondation WWF, à travers son objectif que je rappelle qui est de respecter les capacités de la planète à travers un mode de développement soutenable, on apporte une réponse un peu plus précise à ce qu'on entend par maintien du capital naturel, sans forcément que ce soit extrêmement détaillé tel que c'est dit comme ça, je vous l'accorde. Mais la science écologique nous apporte un certain nombre de réponses par rapport à la manière dont on peut respecter les capacités offertes par la planète à travers la notion notamment de seuil écologique
et de résilience, les deux notions étant intimement liées. Un seuil écologique, c'est très schématiquement un basculement d'un système, en l'occurrence d'un écosystème, d'un état stable vers un état stable alternatif, de manière extrêmement brusque, c'est-à-dire qu'on augmente progressivement une pression, quelle qu'elle soit, la fragmentation des habitats, une pollution dans une nappe phréatique, des émissions de gaz à effet de serre, et le système réagit brusquement en passant d'un état stable qui peut être souhaitable pour l'espèce humaine à un état alternatif qui peut ne pas être souhaitable pour l'espèce humaine, et avec parfois des questions d'irréversibilité entre les deux états, et même souvent des questions d'irréversibilité. Donc c'est finalement se maintenir à l'écart de ce qu'on appelle donc les seuils écologiques, ces points de basculement, représente une manière de garantir le fonctionnement des systèmes et même d'assurer leur résilience étant leur capacité à pouvoir se maintenir leur fonctionnalité dans le temps malgré des changements brusques, des perturbations. Donc en réalité, c'est cet objectif de résilience que, selon nous, il faut maintenir pour garantir le maintien du capital naturel. Et les connaissances dans ces domaines-là se sont renforcées ces dernières années, ces dernières décennies, pour être maintenant de plus en plus mobilisées par un certain nombre d'acteurs publics, voire même privés. Et dans ce domaine, il y a un cadre de référence qui a émergé petit à petit et qui maintenant fait un certain consensus dans le milieu académique et un peu au-delà, qui est celui des Planetary Boundaries, donc des limites planétaires en français, qui a été développé par le Centre de la résilience de Stockholm, le Stockholm Resilience Center, et qui propose donc d'identifier 9 processus critiques de maintien de la biosphère, donc d'un état du système Terre qui soit favorable à l'espèce humaine. À chacun de ces 9 processus, parmi lesquels on peut compter le changement climatique, mais aussi l'intégrité de la biosphère, le cycle de l'azote, du phosphore, l'acidification des océans, l'ozone troposphérique. À chacun de ces processus sont associées des limites de gestion, qui sont des limites politiques, qui sont elles-mêmes assises, définies à partir des seuils écologiques qui ont été identifiés scientifiquement. C'est-à-dire qu'en fait, on se laisse une marge de manœuvre pour essayer de rester à l'écart un maximum de ces seuils écologiques. Si je peux donner un exemple, simplement, par exemple, en ce qui concerne le processus de changement climatique, donc la pression qui est exercée sur le système Terre de changement climatique, le seuil, et c'est celui qui est repris dans l'accord de Paris, c'est celui de 350, situé entre 350 et 450 ppm, parties par million de CO2, qui correspond aux trajectoires 1,5 et 2 degrés. Et ce type de seuil est identifié pour chacun des 9 processus. Dans ce contexte, le WWF a initié plusieurs initiatives, donc a co-développé ou a initié de lui-même plusieurs initiatives pour avancer dans le sens d'une intégration de ces seuils dans la manière dont fonctionnent les acteurs économiques, qu'ils soient publics ou privés. Je vais principalement parler de 2 grands outils. Un premier qui a été développé en 2015, à peu près concomitamment à l'accord de Paris, qui est l'initiative Science Based Targets, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a été développé par le WWF, le Global Compact, le Carbon Disclosure Project et le WRI, spécifiquement sur la question des gaz à effet de serre. L'objectif de l'ISBT, c'est son petit nom, Initiative Science Based Targets, est d'accompagner les entreprises dans la définition d'un objectif carbone, d'un objectif de réduction de gaz à effet de serre qui soit aligné sur les trajectoires de degrés. C'est-à-dire accompagner l'entreprise dans l'identification de sa part de responsabilité, de son budget carbone par rapport au budget globalement disponible d'ici 2100 pour respecter ces trajectoires 1,5 ou 2 degrés. C'est une initiative qui a eu beaucoup de succès, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on en est à près de 500 entreprises engagées à travers le monde, dont près d'une quarantaine en France, dont fait partie Suez, notamment, une des premières d'ailleurs entreprises dont l'objectif carbone a été validé. Et donc cette initiative SBT a donné naissance en 2017 à une autre initiative qui s'appelle One Planet Approach, qui a été développée par le WWF et l'UICN néerlandais, et qui est un programme pour appliquer ce type de démarche, mais sur l'ensemble des 9 limites planétaires, non seulement se focaliser sur le changement climatique, mais aussi développer à travers un travail multi-acteurs
une méthodologie pour accompagner les organisations dans l'intégration des limites planétaires dans leur fonctionnement. Et puis beaucoup plus récemment, et je finirai par ça, ça date d'il y a quelques mois, un nouveau programme au WWF est apparu et qui implique de nombreux bureaux à travers le monde. Un programme qui pour le moment est dénommé Global Deal for Nature and People, dont l'objectif principal est d'aboutir en 2020 à la COP15 sur la biodiversité, à un accord sur la biodiversité qui soit aussi ambitieux et aussi robuste que l'accord de Paris sur le climat. Et donc pour y arriver, plusieurs étapes ont été définies. Une première étape qui va travailler sur le contenu, donc ce que doit contenir cet accord, quelles sont les variables à prendre en compte, quelles sont les différentes pressions à analyser et sur lesquelles il va falloir fixer des objectifs dans le cadre de cet accord. Ensuite, se focaliser sur les outils qui permettraient d'atteindre ces objectifs. Donc les outils existants, évidemment, il va s'agir d'élaborer un panorama des outils existants et éventuellement de tester leur applicabilité, leur opérationnalité et leurs résultats à travers des études de cas. Et éventuellement développer de nouveaux outils. Il est question, sans forcément que les choses soient avancées du tout, mais la question de savoir si on peut développer une initiative de l'ordre, qui ressemblerait à Science-Based Targets, mais sur la biodiversité, est mise sur la table. Et enfin, il y a toute la partie mobilisation des acteurs, car évidemment, l'accord ne se prendra pas uniquement en silo, en fonctionnant uniquement à travers des organisations même élargies à d'autres organisations non gouvernementales, mais également mobiliser tous les acteurs de la société à travers un travail de plaidoyer, les entreprises évidemment, qu'elles soient industrielles ou financières, les institutions publiques, les collectivités, les banques de développement, qu'il va falloir mobiliser donc, à travers les résultats qu'on aurait obtenus précédemment sur ce programme. Merci. C'est bien, vous faites les transitions tout seul en fait. Avec ces objectifs internationaux, avec ces thématiques qui se croisent, voire qui se dessinent en petits carrés les unes à côté des autres. Contre les autres. J'ai pas dit contre les autres, mais en tous les cas, on les a dessinés les unes à côté des autres dans la jolie table des éléments élémentaires que sont les ODD. Vous avez un peu essayé d'entrer sur ce sujet justement c'est 2030 les ODD, et puis des objectifs à se trouver, peut-être pas des science-based targets, mais pourquoi pas. Enfin, j'imagine que c'est le travail que vous avez piloté. Voilà. Donc, 2 mots sur les objectifs du développement durable de l'ONU. C'est sur la période 2015-2030, on a eu un consensus de 196 pays pour définir 17 objectifs du développement durable dans le domaine économique, social, environnemental et de la gouvernance. Donc ces 17 objectifs sont déclinés à la manière onusienne en 169 sigles qui donnent lieu à 232 indicateurs dits onusiens, dont un bon tiers, on ne sait pas les calculer, un tiers, on sait à peu près les calculer, et un tiers marche pas mal. Et à partir de là, l'ONU a demandé, tous les pays se sont mis d'accord pour que chaque pays fasse sa liste d'indicateurs reflétant non pas forcément les indicateurs de l'ONU, mais reflétant les stratégies qui, dans ce pays, concourent aux objectifs de l'ONU. Donc on a dû procéder à cet exercice. On m'a demandé de présider un groupe de travail qui a compté jusqu'à 126 personnes. Donc on a essayé de mettre autour de la table toutes celles et tous ceux qui avaient quelque chose à dire sur le sujet. Les administrations en charge des politiques, ou les établissements publics en charge des politiques, les data crunchers de l'État, donc les services statistiques, producteurs de données, et puis toutes les parties prenantes, enfin la plupart des parties prenantes, dans le domaine social, dans le domaine écologique et dans le domaine économique et puis dans le domaine de la gouvernance. On a mis à peu près 1 an pour définir une liste de 98 indicateurs que vous trouvez maintenant dans le grand public et d'une 60aine de recommandations, puisqu'on s'est donné pour règle de ne retenir que des indicateurs qui étaient déjà disponibles, calculés en routine. Ça ne sert à rien de se donner des indicateurs qu'on n'a pas.
Dans les recommandations, en revanche, on a parfois demandé à ce que soit mis à l'étude de calcul d'indicateurs complémentaires ou plus appropriés. Alors, dans le domaine du vivant, là, il y a deux objectifs, donc, d'une certaine manière, tous les objectifs parlent du vivant, puisque ça parle de l'homme qui est quand même vivant, mais ce qu'on appelle le vivant, c'est le vivant non humain, paradoxalement, et il y a deux objectifs qui parlent de ça, le 14, la vie terrestre, et le 15, la vie aquatique, dans l'autre sens. Et donc il a fallu déterminer des indicateurs d'évolution du vivant. Comment on fait? On peut déjà faire du quantitatif, donc on va compter par exemple le nombre d'oiseaux ou les nombres de poissons. Alors on compte les nombres d'oiseaux parce qu'on arrive à compter les oiseaux sur le territoire français, mais les poissons c'est à Terre-Neuve, etc. Alors c'est les pêcheurs français qui, etc. Donc problème de répartition internationale, les poissons on peut les compter au niveau international, mais on ne peut pas les compter au niveau national. Premier type de problème, mais au fond, les indicateurs, ils ne sont jamais là où on voudrait qu'ils soient. On voudrait d'eux qu'ils aient quantité de qualité, qu'ils soient justes, qu'ils soient fréquents, qu'ils représentent bien le phénomène observé, que le phénomène observé correspond bien à un objectif, qui ne coûte pas cher à établir, qui soit comparable internationalement. Enfin, il y a une liste d'une quinzaine d'exigences comme ça. Sur les 98, il y en a un seul qui répond à peu près à toutes ces choses-là, c'est le nombre de morts sur les routes. Parce que là, l'objectif, c'est l'indicateur, donc ça simplifie les choses, et il a à peu près toutes les qualités requises. Pour le vivant, c'est beaucoup plus compliqué, d'autant plus qu'une fois qu'on a compté le nombre d'oiseaux, on n'est pas quitte, parce qu'il faut savoir si les oiseaux vivent bien. Alors, on compte le nombre de milligrammes de plastique que les oiseaux morts sur les plages de la Manche ont dans l'estomac. Donc, il y a des gens qui font ça, donc ça permet d'avoir un indice de pollution au regard de la faune aérienne. Bien, mais une fois qu'on a donc donné un peu de qualitatif, on avait droit à 100 indicateurs. Donc, sur ces deux objectifs, on avait droit à une dizaine d'indicateurs. Après, on tombe sur la difficulté que vous avez développée, qui est que le vivant, c'est systémique. C'est pas la quantité d'oiseaux qui compte, c'est leur possibilité de vivre et de se développer. Donc, on va parler de biotopes, de zones, d'interaction entre pas mal de choses. Donc, on va compter les zones en bon état écologique. Alors, problème de définition, c'est quoi une zone en bon état écologique? Il y a sans doute des groupes de travail qui ont défini ça, puisqu'on a trouvé une définition et qu'on sait les compter. Donc ça fait un indicateur un peu plus synthétique. Quand on sait pas, quand on n'a pas des choses comme ça, on va tomber sur les indicateurs de moyens. Donc on va compter les réserves naturelles, mais c'est un indicateur de moyens, c'est pas un indicateur de résultats. Et puis de temps en temps, on n'échappe pas à mettre des indicateurs purement contemplatifs, c'est-à-dire on a un indicateur, c'est la forêt, la surface de forêt en France. Alors on va savoir si la forêt augmente ou diminue, mais est-ce que c'est bien qu'elle augmente ou qu'elle diminue? Parce qu'elle augmente surtout par des prises agricoles, et peu par replantation verteuse. Bon, c'est plutôt bien pour le gaz carbonique que ça s'étend, mais ça a des limites. Donc, on a fait feu de tout bois un peu pour essayer de décrire la biodiversité. Et ça nous pose évidemment la question, à quoi ça sert les indicateurs, une fois que j'ai dit toutes ces difficultés. Ça sert à rendre compte, faut compter pour rendre compte. Si on en reste au qualitatif, on ne va pas avoir beaucoup d'impact. C'est l'histoire dans Le Petit Prince. J'ai vu une maison très jolie avec des tubes sur le toit de géranium en fenêtre, c'est très intéressant. Mais j'ai vu une baraque de 1200 mètres carrés à 17 millions. Là, ça commence à être intéressant. Et donc, il faut des chiffres qui ne sont pas des mesures
qui ne sont pas non plus des indicateurs de réussite des politiques, puisque on n'a pas de situation contrefactuelle. Hein. On joue le jeu qu'une fois, donc on ne sait pas quelle est l'influence de la politique climatique de la France sur l'état du climat, sur toutes les zones, les temporalités, etc. Ce n'est pas forcément le territoire français et le mois ou l'année. Donc, on va repérer des choses qui ont des rapports avec les objectifs, mais ça va permettre d'une certaine manière de transformer le monde souhaitable en un monde souhaité. C'est-à-dire qu'on va objectiver quand même des choses, on va mettre des piliers qui vont servir de points de repère et qui vont nourrir le débat démocratique. C'est quand les piliers de Dispro s'enverront à la figure nos indicateurs, nous aurons gagné. Même si ça suppose évidemment qu'ils soient détournés, qu'ils soient mal compris, que les journalistes font leur possible, mais bien souvent dans les journaux qui interprètent le truc de travers. Parce que le développement durable, c'est vraiment l'affaire de tous. Hein. On met ça sur le dos des gouvernants, mais ils n'y peuvent pas grand-chose. Les gouvernants, ils ont certes une influence, mais d'abord, s'ils ne font pas ce qu'on leur dit, ils ne sont pas réélus. Et nos actions quotidiennes sont vraiment le déterminant de ces évolutions. C'est nous qui choisissons ce que nous achetons, c'est nous qui choisissons à quelle température nous réglons notre chauffage. Donc, on va avoir comme ça des figures, comme disent les Anglais, c'est à la fois le nombre et la figure, qui vont meubler nos débats et qui vont meubler notre imaginaire collectif. Ce ne sont que des produits d'appel, c'est-à-dire que c'est le sommet d'un iceberg, donc en dessous, il y a toutes les statistiques publiques. Donc, une fois que vous avez vu notre indicateur, vous allez pouvoir aller fouiller sur sa désagrégation par zone, par année, etc., faire des comparaisons internationales. Donc, il y a beaucoup plus de chiffres disponibles que nos 100 malheureux chiffres, mais on va entrer là-dedans, du moins nous l'espérons, par ce chiffre. Sais-tu qu'il y a 2 fois moins d'oiseaux qu'il y a 30 ans dans telle zone, etc. Ah bah oui, mais, etc. Et on va entrer dans la fabrication, peut-être, on a au moins une occasion de fabriquer des zones de consensus collectif. C'est-à-dire on ne peut pas aujourd'hui bâtir une politique dans le monde démocratique, mais peut-être même aussi chez les dictateurs, sans un minimum de consensus collectif. Même quand il y a 90% des Français qui sont d'accord sur une mesure, les 10% qui restent font plus de bruit que les 90%. Donc, homogénéiser notre imaginaire collectif, le confronter, le travailler pour qu'on arrive à désirer tous un peu la même chose et illustrer tous la même chose, nous croyons que les indicateurs, même si ça n'est pas la comptabilité, même si ça n'est pas rigoureux au plan, ça ne peut pas s'additionner, se soustraire, se multiplier, nous pensons que c'est utile à la préservation de la vie. Alors, le risque, évidemment, c'est ce que disait Peggy, c'est il y a pire que l'âme perverse, c'est l'âme addiction. Nous habitons à la dérive des indicateurs, hein, donc sur le changement climatique, le discours s'autonomise autour de 1,5 degré, 2 degrés, alors que tout le monde sait qu'on va arriver à 3,5 ou 4, et que tout le monde fait en sorte qu'on arrive à 3,5 ou 4. Donc il y a une zone c'est le risque de notre société moderne de communication autonome avec des professionnels de la communication et des professionnels du bidouillage. Il y a un discours qui s'autonomise, et puis business as usual par exemple. Donc notre défi, c'est que ces indicateurs, que ceux-là et les autres, portent sur le réel, et que les mots portent les choses, comme dit le poète, hein, qui
Voilà. Bon, j'ai peut-être Merci. parlé, je suis Non. disponible pour compléter. Avec plaisir. Moi, j'ai entendu parties prenantes, j'ai entendu scientifiques et notamment le Muséum d'histoire naturelle, j'ai entendu acteurs en général, mobilisation des acteurs, science by story, j'ai entendu pilier de bistrot. Donc, j'ai l'impression que pour répondre à la question qui avait été posée au départ, qui était comment on établit un dialogue et est-ce qu'il y a des dialogues à établir, j'ai l'impression que vous en avez déjà évoqué un certain nombre de dialogues. En tous les cas, vous avez l'air de parler avec les uns et les autres, peut-être sur un retour d'expérience sur votre territoire. Hop, voilà. Donc en fait, au niveau de la mise en relation des acteurs, donc comme je disais tout à l'heure, en fait, il est important non pas de chercher justement à homogénéiser pour moi. Il faut respecter la diversité des choix des acteurs. Mais dans cette diversité, essayer de, à chaque fois, identifier en fait quel est le dénominateur qui va faire l'adhésion entre les acteurs. Par exemple, je prends un exemple très simple. Je me pose la question, en fait, comment arriver à viabiliser, à maintenir, à préserver la possibilité pour les générations futures d'avoir accès à un sol qui puisse permettre l'activité agricole. Si on parle de cette question-là, on aura par exemple les politiques ou les représentants d'organisations institutionnelles qui vont penser la chose à une échelle qui sera forcément différente de l'échelle que va raisonner l'agriculteur, par exemple. Donc l'agriculteur, il va raisonner l'exploitation. Généralement, le responsable d'une chambre d'agriculture va raisonner à l'échelle du territoire en question. Et donc du coup, les objectifs, la réponse à la question va être complètement de nature différente. Donc il faut arriver, à mon sens, si on prend cet exemple-là, à identifier à chaque fois, en fait, quelle est l'échelle fondatrice pour pouvoir enchaîner tout ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour que toutes les échelles plus agrégées, en partant de l'échelle la plus pertinente, mais en taille la plus faible, puissent trouver une réponse. Pareil au niveau du temps, en fait, on se pose la question, sur cette même question, les agriculteurs vont réagir en se positionnant à l'échelle du mois. Le responsable politique, il n'aura pas la même vision. Donc il faut arriver à trouver une réponse fondamentalement à l'échelle du mois. La plus petite échelle, le plus petit élément qui peut permettre après coup, en agrégeant, à trouver une réponse qui puisse satisfaire, mettre en cohérence la réponse du politique et faire répondre la solution politique et la solution de l'acteur de terrain. Autre exemple encore sur l'agriculture, en fait, qu'est-ce qui peut menacer l'accès à la qualité du sol? Donc il y a toute une série, si on pose la question à des acteurs à la fois institutionnels et agriculteurs de terrain, professionnels. Donc la compréhension des incertitudes va être de nature totalement différente. Et même si on met en jeu les chercheurs aussi, elle va être totalement différente. Les chercheurs vont peut-être se positionner sur des incertitudes de connaissance. Les agriculteurs vont se positionner sur des incertitudes liées à ce qu'ils constatent déjà en réalité par rapport au changement climatique. Et le politique peut se positionner sur d'autres types d'incertitudes. Et en général, c'est des incertitudes ça sera la forme de perturbations sur lesquelles qui se sont déjà produits généralement, puisqu'on a mais le politique n'a pas forcément l'habitude en fait de prévoir les prévisibles. On a toujours la tentation de prévoir ce qui s'est déjà passé en termes de catastrophes par rapport au support de production sur lequel on raisonne. Et donc du coup, il faut réussir à joindre toutes ces formes d'incertitude et à arriver à les matérialiser dans une compréhension de l'évolution des systèmes. Et donc, quel est le dénominateur commun que l'on a en fait sur l'ensemble de ces incertitudes? Qu'est-ce que, du point de vue de la mesure,
comment on appréhende l'incertitude? Est-ce qu'il faut mettre des probabilités? Est-ce qu'il faut mettre une approche non probabiliste de l'incertitude? Qui fait que, en fait, l'évaluation de l'état du système que l'on va faire à partir d'indicateurs va plus ou moins être considérée comme favorable en termes de jugement de la pérennité du système ou défavorable en termes de capacité, soit de vulnérabilité, soit d'incapacité à rebondir face à une perturbation. Donc voilà un peu donc pour moi, fondamentalement, les indicateurs alors c'est pour ça que je voulais qu'on ait un petit débat, c'est-à-dire que pour moi, fondamentalement, ces indicateurs sont utiles. Je ne veux pas qu'on pense qu'il faut faire fi de ces indicateurs, ils sont fondamentaux, mais comme vous l'avez dit, pour quelque part faire émerger mettre la lumière, en fait, ce sont des focus, des spots pour moi, ce sont vraiment des spots. Mais il ne faut pas non plus que ces spots deviennent les outils de politique éco. Et moi, c'est là que je veux en venir peut-être avec vous, ou des outils de régulation, sans parler d'économie, de régulation. Tout simplement parce que on est en train, si on utilise juste ces spots-là, ces spots sont définis avec les connaissances d'aujourd'hui. Il n'est pas dit que demain matin, les normes que l'on considère aujourd'hui sont celles-là qui sont pertinentes pour pouvoir assurer la pérennité des systèmes. Et puis autre chose, c'est que, en fait, ces indicateurs, on les regarde aujourd'hui de manière purement statique, mais quand on regarde les indicateurs tels qu'ils sont proposés, on ne s'interroge pas aux interactions entre indicateurs. C'est ça qui est fondamental pour moi, c'est l'interaction des indicateurs. Comment on l'appréhende pour pouvoir trouver des solutions de pérennité. Quelle est l'interaction entre l'indicateur qui va me permettre de juger l'état économique, l'état social, l'état de la gouvernance, l'état environnemental? C'est ça qui est fondamental. Et donc, si on s'arrête uniquement aux indicateurs qui sont parfaitement utiles, parce que fondamentalement, le politique, il n'a pas le temps, parce que c'est vraiment un objectif politique, c'est une réponse pour les politiques, ces indicateurs-là. Il n'a pas le temps de réfléchir aux interactions des indicateurs. Ce n'est pas ça son problème. Il a besoin qu'on lui fournisse des indicateurs qui vont lui dire, voilà ce qu'il faudrait faire, ou l'ensemble de solutions qu'il faudrait faire. Mais après, fondamentalement, et c'est pour moi le rôle des chercheurs, des scientifiques, c'est de s'interroger sur l'interaction des indicateurs qui viennent de différentes disciplines, pas forcément l'économie, ça peut venir des indicateurs écologiques, ça peut venir de la comptabilité. Il faut réfléchir fondamentalement à comment on arrive à interpréter de manière dynamique ces indicateurs-là pour évaluer les systèmes. Merci. Je vous propose de dialoguer entre vous si vous voulez réagir, Jean-Pierre, Cyprien, et puis après on passera la parole à Alexandre. Alors, tu es un décideur économique aussi. Donc, oui, alors c'est dialogue avec les parties prenantes, avec la performance globale. Je crois que c'est les deux piliers de notre stratégie de développement durable, peut-être même d'ailleurs de notre stratégie tout court. Alors, très sincèrement, parler de biodiversité au sens large, le terme peut-être pas forcément très bon, mais du moins parler de capital naturel, c'est un outil absolument extraordinaire pour grandir ensemble, de dialogue et d'action avec l'ensemble de nos parties prenantes. Clients industriels. Clients industriels, effectivement, on a des offres qui sont un peu reposant sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, c'est le terme consacré sur le sujet, puis c'est aussi un moyen, effectivement, de discuter avec nos clients industriels sur peut-être un peu plus que le retour sur investissement réel ou supposé lié aux solutions fondées sur la nature, mais véritablement travailler ensemble sur la préservation du capital naturel. Un autre exemple de la manière dont on travaille avec les industriels, c'est sur la chaîne de valeur. Je prends un exemple tout simple, le plastique. Le lien entre plastique et biodiversité, vous l'avez évoqué sur le milieu marin. On travaille dans le cadre du groupe de travail ad hoc, le WBCSD, sur finalement comment essayer de, pourquoi pas, éliminer le de plus possible le déversement des microplastiques sur l'océan. Ça va depuis la chaîne de valeur, l'industrie cosmétique qui met des microplastiques dans les crèmes de beauté ou l'industrie textile, jusque nous, effectivement, sur le captage à la source et le traitement. Donc un outil de dialogue extraordinaire, outil de dialogue avec nos clients finaux aussi. On a quand même des métiers de service à l'environnement qui sont en général assez
peu compris par le client final, parce que qu'est-ce qu'on voit en général dans la gestion des déchets, c'est la benne à ordures quand on est coincé dans la rue, ou alors le service d'assainissement, on voit quand il déborde, et c'est pas forcément, et qui est là qui se présente sous son meilleur jour. Le fait d'objectiver effectivement à travers des actions très concrètes, effectivement, d'engagement commun sur les territoires dans la biodiversité, avec le soutien d'ailleurs d'associations environnementales chez WWF à côté, de la même manière, c'est un moyen effectivement d'expliciter effectivement ce qu'est notre métier. Nos salariés, c'est un outil d'engagement absolument extraordinaire, parce que tout autant en tant que citoyen à sa conception de la nature, et bien évidemment nos investisseurs qui nous font grandir également sur le sujet également, puisqu'on commence effectivement à réfléchir avec eux, et d'ailleurs avec nos experts comptables et nos outils, dans le cadre des déclarations de performance extra-financière, sur ce qu'est la risque et les opportunités pour nos activités liées à la biodiversité. Voilà, donc je crois qu'on a effectivement un contact avec l'ensemble des publics. Alors effectivement, je n'ai pas de plan spécifique pour les piliers de barre, mais comme je travaille un peu sur la manière dont on peut essayer d'objectiver notre contribution aux ODD, je pense que c'est un sujet dont je vais m'occuper personnellement. Merci Jean-Pierre. Cyprien, tu voulais réagir sur ce débat? Oui, très rapidement. Rapidement parce que j'ai effectivement des exemples qui me viennent en tête de dialogue entre parties prenantes, entre fragments de la société sur ces questions qui se posent sur des questions à la fois d'ordre économique, écologique, environnemental, mais qui font plutôt référence à mes fonctions précédentes. On va les évoquer aussi. Oui, mais je vais plutôt essayer de proposer ce qui est attendu dans le cadre du programme Global Deal for Nature and People. Donc c'est pas forcément une expérimentation, mais une expérience, et c'est plutôt la manière dont on envisage le dialogue entre les différentes parties dans ce contexte. Un dialogue qui partirait quand même d'une base scientifique avant finalement de mettre en débat ces éléments dans un contexte plus politique. J'entends pas politique au sens des institutions, mais plutôt à travers un processus de dialogue démocratique entre les différentes parties que j'ai citées tout à l'heure, parties privées, parties publiques évidemment, collectivités, société civile, organisations non gouvernementales, pour finalement discuter d'un état souhaitable. C'est un mot qui a été prononcé tout à l'heure, avant finalement de pouvoir concrétiser ces éléments à travers un accord qui serait plus global. Finalement, c'est reprendre aussi l'expérience de la COP21 sur le climat, où on a vu que la mobilisation de la société civile et toute l'émulation qui a eu lieu entre les acteurs, entre les citoyens d'une part, le rôle des entreprises a été aussi assez déterminant d'autre part, et c'est vraiment ce schéma de dialogue et de concertation, d'émulation qu'on a envie de voir se reproduire pour la COP15 de la CDB. Merci beaucoup. Donc moi j'entends que finalement des dialogues il y en a déjà beaucoup qui existent, et c'est surtout là-dessus que chacun essaie d'avancer. Donc Jean-Pierre, tu vas être content sur le résultat de la table ronde. Est-ce que les uns les autres dans la salle, vous avez des témoignages, des questions à formuler? Oui, Bertrand Séné, donc je suis économiste. Vous avez pas mal parlé en fait de l'approche par entreprise, donc telle que la conçoit notamment le WWF, qui va accompagner des entreprises pour qu'elles s'améliorent. Ça me pose un problème fondamental, parce que je me rends compte que, à la fois, effectivement, ça a une certaine efficacité, c'est évident, c'est utile, mais dans le domaine des transports, c'est une catastrophe. Parce que finalement, le problème n'est absolument pas résolu. J'en ai parlé tout à l'heure, mais j'aimerais vraiment avoir une réponse par rapport à ça. Les entreprises automobiles, celles qui fournissent du pétrole, le comportement des citoyens, les communes qui devraient faire plus de transport public.
finalement, qui doit faire quoi? Et honnêtement, ça fait 20 ans que ça n'avance quasiment pas et que la plupart des émissions de CO2, elles proviennent de là. Donc là, il y a un vrai problème à traiter. Alors, si je veux rebondir sur le thème de la table ronde, parce que je suis désolée, je n'ai pas entendu votre première intervention, ça voudrait dire que pour vous, on n'a pas les outils pour rendre compte de ce que font ces industries et qu'on n'arrive pas à le mettre en mots pour que les uns et les autres aient peut-être une prise de conscience et une autre façon de se comporter, c'est ça? Alors, on n'a pas parlé de comptabilité, là, quand même. On s'est posé la question d'outils de dialogue. Alors, je peux... Non. Je peux apporter un élément de réponse parce que vous avez mentionné le WWF et je ne veux surtout pas qu'il y ait de mécompréhension de ce que j'ai avancé. L'approche avec les entreprises, elle est centrale dans la stratégie qu'on a envie de déployer, notamment dans le cadre de la COP15. Elle a été assez déterminante dans le cadre de la COP21. Mais il ne s'agit évidemment pas du cœur de l'affaire. L'idée a été de s'appuyer sur les acteurs les plus ambitieux sur ces questions-là pour générer un mouvement global du secteur privé. Alors, effectivement, le secteur des transports et le secteur oil and gas n'a pas été forcément très présent dans l'action de lobbying auprès des institutions pour adopter des accords ambitieux. C'est une évidence, mais en revanche, l'action d'un certain nombre d'autres entreprises a été plutôt déterminante pour avoir un accord dont on peut aussi parler des défauts, hein, et du caractère non contraignant, mais en tout cas d'avoir un accord mondial sur ces questions-là. Après, c'est à la responsabilité des États, des entreprises également, des autres secteurs, de développer des approches alternatives. Je peux aussi donner un élément de réponse, en fait. Rapidement, je vais pas... En fait, par rapport à votre question, je pense que vous espérez, en fait, des outils, de nous donner, en fait, l'incitation aux acteurs de modifier leur comportement. Mais en réalité, si ces outils, vous les pensez uniquement par rapport aux actions actuelles présentes des acteurs, l'être humain, par définition, il est réfractaire au changement. Donc, du coup, vous n'aurez pas la possibilité de faire émerger des comportements alternatifs via les outils pour mobiliser comme cela. Donc, en fait, pour moi, fondamentalement, vous avez deux façons de voir les choses. Soit vous dites, voilà, je construis des normes à partir d'outils. Ces normes vont être construites à partir de la consultation des acteurs. Donc, il va en résulter des normes qui vont être acceptées par la société. Et la question, c'est de savoir, est-ce que ces normes vont aboutir à la pérennité du capital naturel? Si ce n'est pas le cas, effectivement, il faut arriver à mettre en place des normes, à faire émerger des normes et des solutions qui puissent être acceptables en dépit de ce que pensent les acteurs de la société. Donc du coup, se pose en fait une autre façon de voir les choses, et c'est pour moi là que se positionnent les scientifiques. C'est-à-dire que les scientifiques doivent arriver à questionner les normes telles qu'elles sont conçues dans la carte mentale, on va dire, des acteurs de la société aujourd'hui. Et donc arriver à démontrer que des normes alternatives et peut-être des variables alternatives qui construisent ces normes peuvent donner des solutions, des réponses en termes de régulation qui puissent être acceptées aujourd'hui et dès aujourd'hui par les acteurs. Tant qu'on n'arrive pas à faire ça, on aura beau questionner les acteurs d'aujourd'hui, on ne va pas avec des outils, s'ils ne sont pas prêts à accepter une mutation personnelle, intellectuelle, ça ne va pas émerger comme ça.
Donc du coup, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir les deux approches. Une approche effectivement, on va dire, plus participative, etc., où les acteurs vont vraiment faire émerger ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'il faut mettre derrière le capital naturel, quels doivent être les évaluateurs de la pérennité du capital naturel, d'accord? Mais à côté de cela, il faut aussi des approches top-down qui puissent dire, bon ben attention, en réalité, ces normes-là, si on les met ensemble, quand elles interagissent, aboutissent à des irréversibilités. Et c'est là qu'intervient le débat sur, en fait, quelles normes qu'on peut bouger, quelles sont les marges de manœuvre qu'on peut avoir sur ces normes-là. Oui, c'est un autre débat que de rendre compte. C'est après comment on cadre les choses. Donc, oui, rapidement. Alors, c'est un tout autre sujet, mais très rapide. Une question. Dans le secteur de l'agroalimentaire, il y a quelque chose qui fait énormément réagir les entreprises actuellement, c'est l'application Yuka. C'est une application en fait, que les consommateurs utilisent pour scanner le code barre des produits dans les grandes surfaces, ou peu importe, et qui leur dit en fait si les produits sont bons, moyen, mauvais, au niveau nutritif, au niveau environnemental, au niveau social. Et donc, ma question, c'est la suivante. On a beaucoup parlé d'indicateurs macroéconomiques, système qui vient de l'ONU, etc., système macro. Quel est selon vous, finalement, le risque que tout ça se trouve complètement dépassé et finalement par des outils d'évaluation qui viennent de la société civile et qui sont beaucoup plus rapidement implémentés au quotidien? Vous voulez répondre là-dessus? Oui, parce que ça rejoint ce que je voulais dire tout à l'heure. Il ne faut pas se tromper d'échelle, de temps, d'espace, d'utilité, etc. Les indicateurs dont j'ai parlé ne sont nullement des indicateurs de pilotage, encore moins des indicateurs de choix, puisqu'ils sont le résultat de l'action de quantité de gens qui interfèrent dans tous les sens, puisqu'ils ne bougent qu'à long terme, qui concernent des zones bien supérieures à celles sur lesquelles on a une influence, etc. C'est pour ça que, quand je précisais leur utilité, je disais que, à mon avis, à notre avis, je ne suis pas le seul à penser comme ça, leur action est sur l'imaginaire collectif. C'est-à-dire que j'ai eu tort de prendre le mot homogénéisation qui fait un peu lavage de cerveau stalinien, donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est ce qu'on appelle peut-être dans les entreprises l'alignement stratégique. C'est-à-dire qu'on est tous un peu la même vision de ce vers, même si c'est une vision floue, contestable, avec des variantes, etc., de ce vers quoi on veut aller. Faute de quoi on pourra faire tout ce qu'on veut, ça sera sans effet. Je prends l'exemple de la température de chauffage des locaux. Savez-vous que la loi et la réglementation française fixent la température maximum en hiver des locaux à 19 degrés? Aussi bien, voilà, j'entends tout de suite quelqu'un qui ricane à juste titre, parce que ceci semble ridicule à la société. C'est hors des normes sociales, ça ne correspond pas au consensus social, et j'ai vécu des réunions à la Cour des comptes à 28 degrés, où on m'expliquait que c'était dommage qu'on ne pouvait pas ouvrir la fenêtre. Personne, on ne pouvait ni baisser le chauffage, ni ouvrir la fenêtre. J'ai vécu d'autres réunions administratives où il faisait 26 degrés et où le réflexe des gens n'était pas de tourner le bouton du radiateur, mais d'ouvrir la fenêtre. Donc, tant qu'on n'a pas partagé une certaine vision de ce qu'on veut faire ensemble, tant qu'on n'est pas un minimum d'accord là-dessus, les normes ne seront simplement pas respectées et on aura un langage qui continuera par ailleurs. C'est-à-dire, moi j'ai travaillé pendant 5 ans dans la recherche sur l'économie d'énergie dans le bâtiment. Je peux vous le confirmer, il ne se fait aucune économie d'énergie dans le bâtiment en France, année après année. Les émissions sont les mêmes d'une année sur l'autre. Moyennant quoi, les politiques sortent plan sur plan, on dit qu'il y a des subventions, on dit etc. La consommation supplémentaire due à la construction neuve, même si elle est plus vertueuse que l'ancienne, compense exactement les économies qu'on fait dans l'ancien, année après année. Moyennant quoi, il y a un consensus social, tant des entreprises que du gouvernement, qui n'a aucune raison de dire qu'il a failli, que de nous, quand on pousse le chauffage, que de tout ça, pour rester dans cette situation. Et bien, c'est ça qui explique
non pas la perte de biodiversité, mais le changement climatique. Et dans la biodiversité, on a les mêmes problématiques. D'où mon discours sur l'imaginaire collectif, tout en étant tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Merci beaucoup. On a nos panélistes d'accord déjà, c'est bien. Jacques. J'avais une remarque à faire sur les parties prenantes. En fait, il y a des parties prenantes qui sont plus parties prenantes que d'autres. C'est ça le problème à l'heure actuelle. Les actionnaires, ils ne sont pas seulement... on ne dialogue pas avec eux. Ils regardent les comptes et ils sont contents ou pas, on communique les comptes et ils décident, in fine, de ce qu'est la tracée de vie des entreprises, par leur pression, ne serait-ce que la pression comptable. Donc on passera à des choses sérieuses quand les différentes parties prenantes auront un poids politique égal dans l'entreprise, qui est proposé dans la méthode CARE. Ça sera sérieux. La deuxième remarque, c'est que c'est bon d'avoir des... Je ne suis pas du tout opposé à ce que fait l'ODU, mais le détail et la précision des critères ne peuvent se faire qu'au niveau de l'entreprise, avec l'aide justement de la partie prenante qui va représenter, notamment les scientifiques, la défense de l'environnement. Le jour où on aura institué dans la Constitution une constitution comptable, comme Paul Jorion est sur laquelle il est en train de travailler, on aura défini des règles générales de conservation, au même titre qu'on définit des règles générales de conservation du capital financier. Là, ça commencera à être sérieux. Oui, et une réaction, Jean-Pierre? Toute petite réaction, effectivement. Je crois que le monde de la finance a beaucoup évolué sur le sujet. C'est-à-dire que les actionnaires ne regardent pas que les comptes. Très sincèrement, écoutez, je vais vous donner ma petite expérience personnelle de responsable développement durable. Il n'y a pas un mois où nous ne dialoguions pas avec un fonds d'investissement autour de notre politique RSE. Ils vont l'évaluer en matière de risque et d'opportunité, c'est logique. C'est le gris. On ne regarde plus que les comptes. L'actionnaire individuel non plus. On a un club actionnaire. Une réunion sur deux est consacrée exclusivement à des problématiques extra-financières et ce sont des actionnaires qui disent « je prends de l'ISR ». On finit sur cette note positive, Jean-Pierre, pour te laisser la place, si ça vous convient. Merci beaucoup de votre investissement. C'était trop court, mais on continuera à y travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, si vous avez le courage de monter quelques escaliers, une pause vous attend là-haut.